Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler des objectifs. En fait, après avoir choisi votre type d'appareil photo, donc on a vu les compacts, les bridges, les compacts à objectifs interchangeables et enfin les réflexes. Donc si vous avez choisi un boîtier de type réflexe, l'une des premières questions que vous allez devoir vous poser, c'est tout simplement quel objectif choisir. Si vous n'avez pas acheté votre boîtier en kit, ce qui n'est pas généralement très conseillé d'acheter en kit. L'objectif qui est fourni de base est vraiment un objectif standard, on va dire, qui n'est pas excellent partout, en quelque sorte. Donc, la première chose que vous avez envie de faire en général, c'est tout d'abord, c'est de tester votre appareil. Et après, vous allez découvrir que vous avez des limites par-ci par-là et que vous ne pouvez pas faire par exemple de la macro ou des photos à longue distance par exemple parce que votre focale n'est pas assez longue. Et ben la première chose que vous allez faire, c'est souvent d'aller dans un magasin photo et de regarder de nouveaux objectifs tout simplement. Donc aujourd'hui nous allons passer beaucoup de temps. J'espère que la vidéo va pas être trop longue pour parler justement des objectifs, parce que l'objectif parfait n'existe pas. On a beau chercher le 10-1200 qui ouvre à f1.4 et qui est excellent partout, donc avec un piqué excellent et avec un bokeh remarquable, équipé de la stabilisation IS et de la motorisation supersonique. Donc on peut encore attendre parce que cet objectif 10-1200 f1.4 USM-IS sorte un jour et qui pèse bien sûr 200 grammes par exemple. Donc on va dire que ça va pas arriver tout de suite en tout cas. Donc je vais vous donner quelques conseils. J'ai fait une petite liste des critères qui me semblent essentiels pour choisir un objectif. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup d'objectifs sur le marché. Et c'est très facile de choisir n'importe quoi et de se laisser tenter par un objectif qui a un petit prix. Donc nous allons commencer rapidement par regarder ensemble chaque caractéristique des objectifs et de voir qu'est-ce qu'il faut guetter pour choisir le meilleur objectif que possible. Alors nous sommes partis. Alors la première caractéristique que je conseille de regarder tout simplement, c'est déjà de différencier les objectifs. Généralement ils sont classés en deux catégories. Donc la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les focales fixes. Donc une focale fixe, c'est un objectif tout simplement généralement pas très grand. Et une focale fixe, comme son nom l'indique, c'est que la focale elle est fixe tout simplement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer l'angle de vue, c'est-à-dire vous ne pouvez pas zoomer en quelque sorte. Donc souvent ils ont une très grande ouverture, c'est leur avantage. Et vous avez une deuxième catégorie qu'on appelle tout simplement les zooms, qui sont souvent le premier type d'objectif que vous rencontrez. Généralement quand vous achetez en kit, vous avez le 18-55 qui est un objectif qu'on appelle un zoom tout simplement, parce qu'on peut changer la focale selon nos désirs en quelque sorte. Donc l'avantage du zoom, c'est qu'il est souvent plus polyvalent, mais qu'il a une ouverture moins généreuse. Donc quand vous avez déjà choisi entre focale fixe et zoom, vous pouvez commencer à regarder plus en détail la fiche technique. Donc la première caractéristique qu'on peut trouver, généralement sur les boîtes d'ailleurs, c'est l'appellation EF ou DC chez Sigma. Chez Tamron, je crois qu'il y a une autre appellation, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. EF, c'est tout simplement que votre objectif pourra être monté sur un appareil de type plein format. C'est-à-dire, par exemple, les 5D Mark III ou toute la gamme professionnelle, donc les 6D par exemple. Tous les boîtiers qui ont un capteur plein format, donc le 6D, comme je viens de le dire.
et également sur les appareils de type capteur réduit, donc APS-C, donc comme le 60D qui est ici, ou comme le 650D, 700D, et toutes les gammes amateurs et toutes les gammes experts en quelque sorte. Et également le 7D d'ailleurs. Donc EF, c'est-à-dire qu'il peut être monté sur les deux. Et vous avez une autre gamme d'objectifs qui s'appelle EFS, donc comme celui-ci par exemple. Celui-là c'est un EFS 1022, c'est-à-dire EFS c'est tout simplement la gamme d'objectifs qui est réservée aux capteurs petit format, donc APS-C, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le monter sur un 5D Mark III celui-là, ni sur un 6D. Donc c'est un peu une contrainte on va dire. Donc c'est-à-dire que cet objectif sera que sur les APS-C. Donc si un jour vous passez sur un plein format, bah, vous devez le revendre et acheter un objectif équivalent EF. Par exemple, lui c'est le 16-22 je crois. Donc par exemple le Canon L ici, EF, il pourra être monté sur un plein format et un APS-C. Et DC, c'est l'appellation APS-C pour chez Sigma. Un EF serait appelé DG, il me semble, tout simplement. Donc il faut toujours regarder la monture. Si vous avez un boîtier d'une autre marque, comme chez Nikon, pareil, hein, il faut regarder déjà la monture. Donc si vous avez un APS-C, il faut bien regarder que l'objectif peut bien être monté dessus. Et si vous avez un d'ailleurs, généralement, c'est plus, on se pose plus la question chez les pleins formats, parce que un objectif APS-C ne peut pas être monté sur un plein format, alors que l'inverse est souvent possible. C'est-à-dire un objectif plein format peut être monté sur un APS-C. Deuxième caractéristique, c'est souvent l'ouverture. Donc l'ouverture est caractérisée par un F / un nombre. Ici c'est f de 8, donc pour les focales fixes en général il n'y a qu'une seule ouverture, donc c'est marqué comme ça, donc f de 8 par exemple. Alors que sur les zooms en général vous avez une ouverture qu'on appelle glissante, donc c'est-à-dire vous avez deux ouvertures, donc ça veut dire à 17 mm l'ouverture sera de 2,8 et à 70 mm l'ouverture ne sera plus que de 4, de f4. C'est pas toujours le cas d'ailleurs. Vous avez des zooms qu'on appelle des zooms professionnels ou des zooms, on va dire, de haute qualité. Eux, ils ont une ouverture, ce qu'on appelle constante, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule ouverture à n'importe quelle focale. Par exemple, vous avez le 17-55 de chez Canon, un EFS, qui ouvre que à 2,8. Enfin, que à 2,8, c'est-à-dire dans toute la plage, il ouvre qu'à 2,8. Mais après, vous pouvez le fermer, bien sûr, à f4, à f5.6, sans trop de problèmes, hein, bien sûr. Il y a une autre caractéristique qui est intéressante à regarder chez les objectifs, enfin sur les objectifs, c'est ce qu'on appelle la stabilisation optique. Chez Canon, on l'appelle IS. Chez Sigma, elle s'appelle OS, Optic Stabilisator. Et chez Tamron, c'est VC, Vibration Compensation. Donc c'est une fonctionnalité qui est très utile, surtout quand on a tendance à trembler, enfin quand le photographe a tendance à trembler, parce que le stabilisateur ne compense pas en fait le tremblement du sujet. Donc ça veut dire si votre sujet est en train de courir, le stabilisateur ne pourra rien faire. Par contre, si vous avez la main qui a tendance à trembler parce que l'objectif et votre boîtier est trop lourd ou que vous tremblez en général, quoi, ça peut toujours servir et ça permet de gagner quelques vitesses en général. 2 à 4 vitesses selon les générations de stabilisateurs. Donc le stabilisateur, en fait, c'est une petite lentille à l'intérieur qui est flottante en quelque sorte et qui compense en fait votre tremblement. En gros, si vous vous penchez vers l'avant, il va pencher vers l'arrière pour compenser en quelque sorte. Voilà. On va continuer. Donc après, la caractéristique suivante est USM. Donc c'est tout simplement la motorisation de l'AF. Donc c'est la motorisation qui est utilisée dans l'objectif.
Vous avez des moteurs classiques qui sont un peu lents et qui font du bruit. Donc ça, c'est les objectifs classiques. Vous avez le 50 f1.8 que j'avais déjà présenté, qui a une motorisation qu'on appelle un micromoteur. Donc c'est un moteur mécanique qui fait tourner la lentille pour faire la mise au point en quelque sorte. Et vous avez ce qu'on appelle chez Canon USM, donc c'est Ultrasonic Motor. Donc c'est la technologie de mise au point rapide et silencieuse. Donc grâce à un système ultrasonique qui va faire tourner la lentille avec un silence remarquable et une vitesse de mise au point très rapide. Bien sûr, chez les concurrents, les objectifs on va dire de marque alternative, vous avez également la motorisation supersonique, sauf qu'elle n'a pas le même nom. Donc elle s'appelle HSM chez Sigma. Donc je dis l'avion vient de passer. Donc je disais que la motorisation supersonique chez Sigma s'appelle HSM. Et chez Tamron, elle s'appelle tout simplement USD. USD. Je ne sais plus où c'est marqué. C'est pas grave. USD, voilà. Donc si vous cherchez un objectif silencieux et rapide en autofocus, bah, tout simplement il faut guetter USM, USD et HSM selon les marques d'objectifs que vous voulez. Et pour la stabilisation, bah, il suffit de regarder IS, OS et VC. Donc maintenant que vous connaissez à peu près tous les termes des objectifs, on va continuer. Donc vous avez ce qu'on appelle la distance de mise au point. Elle n'est pas toujours pareille dans tous les objectifs. Souvent il y a une règle facile, on va dire par exemple quand vous avez une focale de 50 mm, bah, vous allez pouvoir faire la mise au point à partir de 50 cm de votre sujet. C'est une règle qui est assez proche de la réalité, mais c'est pas toujours le cas. Ça peut toujours servir parce que vous avez des objectifs qu'on appelle macro, qui est pas le même macro que ici, même si ça s'écrit pareil. Donc ici c'est un vrai objectif macro qui permet d'avoir un rapport 1:1, donc, et qui permet de se rapprocher très prochement du sujet, comme je l'avais présenté dans la vidéo de l'objectif en question. Et là vous avez également l'appellation macro, sauf que là c'est un terme un peu commercial, on va dire. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire de la macro-photographie en quelque sorte, parce que la distance de mise au point est plus proche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous rapprocher davantage par rapport à un objectif qui n'est pas dit macro. Donc ça c'est ce qu'on appelle les zooms macro en général. Certains zooms ont cette appellation macro, mais ce n'est pas un vrai objectif macro. Mais c'est quand même pratique pour pouvoir faire de la macro, de la proxy photographie en quelque sorte. C'est-à-dire pouvoir prendre des sujets de plus près, tout simplement. Après, vous avez également une autre caractéristique, c'est la protection des objectifs en quelque sorte, c'est-à-dire les matériaux qui sont utilisés pour la construction, le métal, l'aluminium, le polycarbonate. Si l'objectif il est tropicalisé, en général c'est le cas des objectifs de la gamme L de chez Canon, c'est-à-dire la gamme professionnelle. Ils sont réputés généralement solides et protégés contre la pluie, le vent, les poussières, tout ça. Donc ça c'est une caractéristique intéressante aussi à regarder quand vous choisissez un objectif. Ensuite, vous avez une autre caractéristique qu'on appelle lens hood, qui est le pare-soleil tout simplement. Comme j'avais dit dans la vidéo sur la protection des objectifs, le pare-soleil n'est pas toujours un accessoire qui est fourni de base. Il est généralement pas fourni chez Canon, malheureusement. Chez Nikon, je sais pas trop. En tout cas chez Canon, dans les gammes normales et semi-pro, c'est-à-dire les 17-55, les 10-22, ils sont pas fournis, donc ils coûtent à peu près 30 € en général. Dans la gamme L, ils sont fournis, heureusement, pour le prix. Hein.
Et chez Sigma et chez Tamron, en général, le pare-soleil est fourni de base, tout simplement. Donc c'est un geste généreux de leur part, en tout cas. Voilà. Donc le pare-soleil, ça peut être un accessoire utile qui vous limite les risques de flair et améliore un peu le contraste de vos photos. Après, il y a le poids de l'objectif qu'il faut regarder également. C'est souvent écrit sur la boîte, hein, le poids de l'objectif. Donc c'est une caractéristique qui peut être intéressante à regarder également. Regardez cette caractéristique, ça peut toujours vous aider dans votre choix aussi, parce que souvent votre boîtier fait un certain poids et peut-être que vous n'avez pas envie de vous trimballer avec des objectifs qui pèsent plusieurs kilos par exemple. Mais c'est pas une caractéristique, on va dire, essentielle à regarder. Ça n'influe en rien sur la qualité de vos photos en tout cas. Et enfin, le dernier argument, la dernière caractéristique que je conseille de regarder, c'est tout simplement le diamètre de filtre. Parce que si vous voulez acheter des accessoires plus tard, ça peut être utile parce que le diamètre de filtre définit également le prix de l'accessoire. Parce qu'un filtre de 82 mm n'est pas au même prix que celui de 52 mm par exemple. Par exemple, un filtre UV, un filtre gris neutre plutôt, en 52 mm va sans doute coûter, par exemple, je dis un prix aléatoire, on va dire 32 €, alors qu'un filtre gris neutre en 82 mm va sans doute coûter plus de 125 €. Donc c'est quand même une sacrée différence. Je crois que chez Canon, ils ont pas mal généralisé la taille pas mal le diamètre de filtre, donc pas mal d'objectifs utilisent le diamètre 77, donc c'est quand même une bonne stratégie de leur part qui permet aux consommateurs de pas devoir acheter trop de filtres. Surtout pour des filtres qui peuvent être réutilisés dans d'autres objectifs, ça peut aider pour faire quelques économies. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des caractéristiques à regarder avant de choisir un objectif. Je sais qu'il n'est pas facile de choisir un objectif, hein, surtout quand vous débutez. Hein. Même moi, je prends plusieurs mois en général pour choisir encore un objectif. Parce que le choix est vraiment très diversifié, il y a tellement de versions également. Par exemple, pour un 70-200 chez Canon, vous avez la version sans IS, avec IS, avec motorisation USM, sans motorisation USM, la version 1, la version 2, donc ça fait un sacré choix. Et je vous invite quand même à regarder les tests d'objectifs en général dans divers sites, que ce soit en vidéo, sur des sites de photographie, avant de choisir vos objectifs, car ça coûte cher quand même les objectifs, et il serait bête de se tromper et de devoir le revendre et ne pas réussir à le revendre parce que tout simplement on s'est acheté un mauvais objectif qui ne vaut rien. Donc voilà, si vous avez des besoin de conseils, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, à bientôt pour d'autres vidéos.